Bonsoir à tous. Bonsoir. Et ben on va commencer. Qu'est-ce que tu en penses, Madame Olivier? Oui. Je fais ta voix. Ok. Voilà. On démarre. Allez. Ah, pardon. Bah oui, c'est vrai, on est pas encore mondialement connus. Donc je suis Elisabeth Périfonta et je suis Isabelle Marx. Voilà. Alors, peut-être que c'est après. Je sais pas. Vous êtes prêts? Oui. Alors, ce soir, on avait envie de vous expliquer finalement, bien sûr d'abord ce qu'est la voix, comment on la produit, comment on peut agir sur elle. Et on voulait aussi vous montrer qu'il n'y a pas de magie dans la voix, il n'y a pas de mystère dans la voix. Et déjà, quand on connaît comment ça marche, on comprend effectivement qu'il n'y a pas du tout de magie ou de mystère dans la production vocale. Et puis après, vous verrez comment Isabelle parvient à dompter sa voix pour faire des choses incroyables avec, et comment surtout elle arrive à transmettre ce don, je ne sais pas si on peut dire un don, aux autres, pour que les autres aussi arrivent à faire tout ce qu'ils veulent avec leur voix. Et donc dans la troisième partie, après l'entracte, vous verrez et vous entendrez sur le plan pratique tout ce qu'on peut faire avec la voix. Alors pour commencer, donc peut-être la partie la plus rébarbative de cette conférence, mais finalement pour comprendre ce qu'est la voix, d'abord il faut partir de finalement qu'est-ce que vous pensez vous de la voix, des cordes vocales, qu'est-ce que vous savez finalement sur les cordes vocales. Alors moi, dans le cadre de mes consultations, j'entends beaucoup de choses et je m'amuse à les noter, non pas pour me moquer de mes patients, mais parce que j'adore toutes les représentations qui existent sur la voix. Et j'ai fait comme ça un petit quiz à partir des questions qu'on me pose très souvent, que ce soit en consultation, en conférence, en formation. Et finalement, je vous propose de réfléchir à ces questions. Et simplement, je ne vous donnerai pas la réponse. Parce que ce que j'espère, c'est qu'à la fin de la conférence, vous ayez les réponses. Et si vous ne les avez pas, en toute fin de conférence, il y aura un temps questions-réponses, si vous voulez vraiment qu'on réponde. Alors, première question. Alors, vous avez sur les petits flyers, vous pouvez peut-être répondre, et puis comme ça, vous ferez une idée de ce que vous pensiez avant la conférence et ce que vous penserez après. Donc finalement, première question. Qui a le plus de cordes vocales? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Finalement, est-ce qu'un adulte a plus de cordes vocales qu'un enfant? Est-ce qu'un imitateur a plus de cordes vocales qu'un autre individu? Et finalement, est-ce que les animaux ont des cordes vocales? Et parmi les animaux, les mammifères, qui sont nos plus proches cousins, ont-ils d'abord des cordes vocales? Et si oui, combien de cordes vocales? Donc, je ne vous donne pas de réponse, vous aurez la réponse un petit peu plus tard. Deuxième question, qu'on me pose aussi très souvent, et finalement, un adulte, normalement constitué, combien de cordes vocales possède-t-il? Est-ce qu'il a une centaine de cordes vocales, comme une lyre, par exemple? Est-ce qu'il a 4 cordes vocales? Est-ce qu'il a 2 cordes vocales? Combien? On n'en sait rien, parce que finalement, ça dépend des gens, peut-être. Peut-être que ça pousse, peut-être que ça tombe. Il n'y a pas de question idiote, hein, c'est vraiment des choses qui m'ont été dites vraiment spontanément, et je trouve ça fabuleux, toutes ces réflexions sur la voix. Alors, question plus difficile, et pourtant, à mon avis, j'espère vous convaincre, fondamentale. Quelle est l'orientation des cordes vocales? Je pense que vous savez tous que les cordes vocales sont dans notre cou, et peu importe si on sait combien on en a, si elles poussent, si elles tombent, mais finalement, quelle est leur position dans notre cou? C'est-à-dire, est-ce que nos cordes vocales sont verticales, c'est-à-dire finalement dans le même sens que le reste du corps? Est-ce qu'elles sont horizontales, perpendiculaires encore? Est-ce qu'elles sont en biais? Ou est-ce que ça dépend? Elles sont peut-être, ça dépend de ce qu'on fait finalement, hein, pourquoi pas. Et enfin, probablement question la plus difficile, si on veut comparer les cordes vocales à un instrument de musique, finalement, à quel genre d'instrument de musique les cordes vocales appartiennent-elles? Est-ce qu'elles fonctionnent, bien sûr, elles ne ressemblent pas à une trompette, mais est-ce qu'elles fonctionnent comme un instrument à vent, et en particulier comme une trompette? Est-ce qu'elles fonctionnent comme les cordes d'un piano?
Est-ce qu'elles sont frappées, finalement, et c'est comme ça qu'elles produisent le son? Est-ce qu'elles sont frottées, comme celle d'un violon, les autres instruments de la famille des violons? Ou bien est-ce qu'elles sont pincées, donc comme une harpe, comme une guitare? Finalement, qu'est-ce qui fait vibrer les cordes vocales? Tout le monde sait que les cordes vocales vibrent, mais qu'est-ce qui déclenche la vibration des cordes vocales? Et c'est là la question, à quel instrument peut-on le mieux les rapprocher? Voilà, donc après cette petite interrogation, on va passer à quelque chose de finalement encore plus difficile, c'est comment on peut définir la voix. C'est-à-dire, je le fais parfois à mes étudiants, et là je le colle, bien entendu, donc c'est quand je suis de mauvaise humeur, je vais leur dire, finalement, donnez-moi une définition de la voix. Qu'est-ce que c'est que la voix? Alors là, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir dans l'esprit. La voix, c'est pas le langage, c'est différent. La voix, c'est pas l'articulation de la parole, c'est pas la prononciation. La voix, c'est pas les voyelles, c'est pas les consonnes. Donc la voix, c'est compliqué à définir. Alors, on peut regarder dans un dictionnaire médical et on verra que la voix, ça se définit par le fait que c'est un phénomène sonore qui est produit par la vibration des cordes vocales, puis qui va être modifié, puis enfin expulsé hors du corps pour arriver jusqu'à vos oreilles. Le but de ma voix, c'est pas simplement de l'expulser de mon corps, c'est qu'elle fasse ce chemin qui nous sépare. Donc là, c'est facile parce que j'ai un micro, mais habituellement, il faut que cette voix, elle arrive jusqu'à vos oreilles. Donc ça, c'est la définition probablement la plus proche de ce qu'est la voix. Et donc, elle implique beaucoup de choses, c'est-à-dire que le matériau qui va servir de fil conducteur entre mes cordes vocales et votre oreille, c'est l'air, c'est les molécules de l'air. Donc, l'air doit être mis en mouvement, donc par les vibrations de mes cordes vocales, et cette mise en mouvement nécessite le mouvement de l'air qui va être assuré par les poumons. Donc, ce qu'on appelle la soufflerie. C'est les poumons qui vont donner l'énergie qui va mettre en vibration les cordes vocales. Une fois que cette énergie mécanique va arriver au contact des cordes vocales, les cordes vocales vont se mettre à vibrer, donc elles vont assurer leur rôle de vibrateur. Donc l'énergie mécanique va être transformée en énergie acoustique. Et puis enfin, cette énergie acoustique va traverser un certain nombre de cavités qui se situent au-dessus des cordes vocales, on verra tout à l'heure un peu les détails, et qu'on appelle des résonateurs. C'est-à-dire ces résonateurs, ce sont des cavités qui vont colorer la voix, qui vont lui donner ce qu'on appelle un timbre particulier, qui est mon timbre, qui est votre timbre, et qui donne cette carte d'identité vocale. Alors tout ça, c'est quand même très compliqué, c'est une définition un petit peu longue, et finalement, j'en ai trouvé une plus simple. C'est-à-dire que pour vous rendre compte de ce qu'est la voix, et bien là, quand vous m'écoutez, je vous demande intellectuellement d'enlever toutes les voyelles, toutes les consonnes de ce que je suis en train de dire. Si vous y arrivez, alors vous entendez ma voix. Ce qui reste, le matériau acoustique qui n'est pas linguistique, qui n'est ni les consonnes, ni les voyelles, et bien c'est ça ma voix. Alors, la voix, dès qu'on s'y intéresse, on entre dans un champ, dans un domaine extrêmement vaste. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va se contenter à une toute petite partie de la voix, et probablement c'est la partie la plus facile à explorer, c'est celle qui est l'anatomie et la physiologie, qui est indispensable à comprendre toutes les autres, mais qui, vous allez le voir, représente qu'une infime partie de ce grand champ de connaissances qu'est la voix. Le premier point très important de notre voix, c'est son contrôle, et c'est l'audition. C'est-à-dire que notre voix se construit à partir de ce que notre oreille entend. Donc le bébé va développer sa voix, parallèlement à son langage, par ce qu'il entend de la voix de son entourage, de sa propre voix, et c'est comme ça qu'il va s'entraîner tout au long de sa vie à moduler sa voix, à produire, à l'explorer, et en permanence à la contrôler par son oreille. Alors bien entendu, l'audition, comme les différents organes à l'origine de la voix, sont contrôlés par le système nerveux. Et il faut un système nerveux en bon état pour avoir une bonne voix. Alors ce qui est formidable avec la voix, on aura l'occasion d'en parler, c'est que si on a un système nerveux qui est défaillant, c'est finalement pas grave, parce qu'on a la possibilité de contourner les défaillances et d'aller produire de la voix malgré les éléments du système nerveux qui fonctionnent un petit peu moins bien. Pourtant, pour pouvoir le faire, par contre, il faut avoir une certaine connaissance de comment fonctionne la voix quand on va bien.
Alors bien entendu, très rapidement au cours du développement, la voix se met au service du langage. C'est-à-dire que lorsque le bébé entre dans sa langue, eh bien, en même temps, il perd la liberté vocale. C'est-à-dire qu'il va mettre sa voix à la disposition de son système linguistique et il va perdre des potentialités. Alors, tous les enfants, on va dire jusqu'à l'adolescence, ont quand même une utilisation vocale qui est très différente de celle des adultes. Il y a quand même un certain degré de liberté encore, mais il faut savoir que c'est avant le langage que l'enfant a le plus grand champ d'exploration vocale. Alors, bien entendu, la voix est le médium d'expression de nos émotions. Alors, on sait, chacun d'entre nous, et en tout cas pour moi ça m'arrive toujours, quand ma fille me téléphone et que je décroche, je lui dis allô, et elle me dit mais qu'est-ce qui va pas encore? J'ai juste dit allô, je n'avais pas du tout l'intention de lui parler de mes problèmes, et pourtant, sur ce allô, elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc la voix traduit pas simplement l'acoustique ou la transformation par mes résonateurs de la vibration de mes cordes vocales, elle dit aussi en elle-même quelque chose. Et parfois on aimerait bien qu'elle ne dise pas tout de nous. On aimerait bien aussi contrôler cette part de nous. C'est-à-dire, on n'a pas toujours envie que, là, les personnes qui sont dans la salle savent que j'ai vraiment horriblement le trac et que probablement ça va s'entendre. Donc, j'aimerais bien aussi apprendre à contrôler ce phénomène. Bien entendu, la voix se met aussi au service de notre personnalité. Et on dit souvent, notamment chez les enfants, que la voix, c'est le haut-parleur de la personnalité. Donc, on ne va pas utiliser notre voix de la même façon si on est plutôt extraverti ou intraverti. Et là, on peut rejoindre aussi la personnalité et parfois donc, les problèmes de personnalité, donc les pathologies psychiatriques qui vont aussi s'exprimer par une voix un petit peu particulière. La voix, tout au long de sa construction, va se faire à partir de modèles. C'est-à-dire, encore une fois, l'enfant développe son langage et sa voix à partir des modèles qu'il entend. Et donc l'enfant a cette capacité assez incroyable d'imiter, bien entendu, ce qu'il entend, mais aussi ce qu'il voit. C'est-à-dire que l'enfant va acoustiquement imiter les voix, mais va aussi les imiter gestuellement. C'est-à-dire que quand on a des parents qui ont une utilisation plutôt tonique de leur voix, avec un comportement musculaire très tonique, eh bien les enfants imitent aussi ça. Et on a parfois comme ça des pathologies vocales qui se reproduisent sur plusieurs générations. Alors qu'il n'y a pas du tout de support génétique dans les pathologies, mais simplement parce que les modalités d'utilisation de la voix sont les mêmes chez les enfants et chez les parents. Alors bien entendu, notre voix est soumise aux principes éducatifs. Alors, certes beaucoup moins actuellement, mais à une époque que j'espère personne d'entre vous n'a connue, l'utilisation de la voix, et notamment chez les enfants, était quand même très codifiée, très limitée. C'est-à-dire que les enfants, par exemple, à table, n'avaient pas le droit de prendre la parole, pas le droit d'exprimer de manière très forte, très enthousiaste leurs émotions au travers de leur voix. Et donc certains enfants, qui sont maintenant des adultes, n'ont pas eu la possibilité d'expérimenter certaines modalités d'utilisation de la voix. Et on le voit parfois dans des situations où certaines personnes ne peuvent pas utiliser la voix forte. Ils ont vraiment un problème de puissance vocale, soit dans la voix chantée ou dans la voix parlée le plus souvent. Et en fait, on se rend compte que rien n'empêche ce problème, mais que c'est simplement un interdit tellement profondément ancré en eux qu'ils ne peuvent pas utiliser la voix forte. Il y a vraiment un interdit qui est infranchissable pour eux. Et c'est à ce moment-là que l'on voit que notre spécialité, la voix et les personnes qui vont aider les gens en difficulté vocale, se trouvent un peu à une intersection des chemins entre la sphère ORL, ce qui me concerne, et la phoniatrie, mais aussi parfois la psychologie et la psychiatrie. Parfois, les réponses dans les problèmes de voix ne sont pas des réponses organiques. Ça va être des réponses à comment cette personnalité s'est construite, et il faut parfois aller revisiter tout ce chemin et voir à quel moment finalement il y a eu cet arrêt d'exploration de la voix. Alors bien entendu, notre voix dépend de la culture dans laquelle on grandit et dans laquelle on vit. Et moi qui ai deux grand-mères diamétralement opposées, puisque j'ai une grand-mère ukrainienne et une grand-mère sicilienne, eh bien je peux vous dire que l'utilisation vocale n'était pas du tout la même. Et donc, voilà, je vous dirai après à quelle grand-mère vous pensez que je me suis la plus identifiée sur le vocal. Alors, bien entendu, la voix se met au service de notre profession. Et on parlait, il y a une vingtaine, trentaine d'années, de professionnels de la voix. Et quand on parlait de professionnels de la voix, généralement, tout de suite, on avait une petite lumière qui s'allumait.
c'est les chanteurs d'opéra, les comédiens, puis un petit peu de temps en temps on s'était dit tiens les commerciaux, c'est peut-être aussi des professionnels de la voix, les avocats peut-être aussi. Et puis finalement la définition actuelle des professionnels de la voix, c'est toutes les personnes qui utilisent leur voix pour exercer leur profession. Voilà. Qui n'est pas professionnel de la voix dans cette salle? Tout le monde. Donc la voix, c'est quand même un problème qui touche tout le monde. Dans notre société hyper connectée, la communication, voilà. Alors, bien entendu, notre voix va dépendre de notre état de santé, et on n'est pas tous égaux face à la santé, c'est-à-dire qu'on a des maladies qui vont peut-être mettre en péril l'utilisation des organes à l'origine de la voix. Il y a aussi certains médicaments qu'on va prendre qui vont jouer sur la voix. Mais là aussi, on sait contourner les problèmes, c'est-à-dire que quand on a identifié le problème, c'est pas grave, on peut faire autrement. C'est ça qui est fabuleux avec la voix, c'est qu'on peut toujours faire autrement. Alors on lie généralement la santé avec l'hygiène vocale, où là on est un peu plus responsable quand même de ce qui arrive à notre voix, puisque en matière de médecine, quand on parle d'hygiène vocale, en fait, en gros, on fait référence au tabagisme et à l'alcoolisme. Enfin, au tabagisme, au fait de fumer et de boire de l'alcool. Donc, et pour les étudiants qui sont dans la salle, le cannabis, c'est exactement la même chose que le tabac pour les effets sur les cordes vocales. Voilà, donc là on y peut un peu quelque chose. Et c'est vrai que parfois, et là je le vois avec beaucoup de patients qui ont fumé, par exemple, qui ont arrêté de fumer, ce qui est souvent très frustrant pour eux, c'est que c'est tellement difficile pour eux d'arrêter de fumer, et c'est tellement difficile d'attendre les résultats de cet arrêt du tabac pour la récupération vocale. Malheureusement, une fois qu'on a eu cette imprégnation tabagique sur les cordes vocales, ça va s'améliorer, mais ça va prendre du temps. Ça, c'est parfois quelque chose de difficile à vivre. Et puis enfin, notre voix dépend de la place que l'on occupe dans la société, de notre rôle dans la société. Et d'une manière générale, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'au cours des 50-70 dernières années, la voix des femmes a considérablement changé. C'est-à-dire, elle s'est aggravée. Quand on écoute des enregistrements des femmes des années 50 et des femmes actuellement, eh bien, on se rend compte que la voix a considérablement changé, bien plus que celle des hommes. Et en fait, on fait un lien entre l'accession au monde du travail et l'accession surtout au poste à responsabilité. Et on se rend compte que, pas toujours, mais très souvent, plus une femme s'élève dans la hiérarchie socio-professionnelle et plus elle aggrave sa voix. Alors, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça, et ne manquez pas, mais il faut savoir que ce problème de hauteur de voix existe aussi dans les sociétés animales. Et quand on prend par exemple le cas du cerf, lorsque c'est la période des amours, la période du brame, eh bien souvent ça a lieu la nuit, lorsque le cerf cherche à s'accoupler, eh bien la femelle va choisir le mâle qui a la voix la plus grave. Parce que dans son esprit animal, si la voix est grave, c'est que le cerf est grand, qu'il est fort, et que donc c'est un avantage reproducteur. Et donc la biche va choisir le cerf qui a la voix la plus grave. Alors on se dit, une société animale d'accord, mais est-ce que dans les sociétés humaines, on va retrouver la même chose? Alors je vous propose un petit exercice. Je vais vous faire écouter une première voix, et je vais vous demander, spontanément, comme ça, est-ce une femme, est-ce un homme? Écoutez, moi je vois bien que certains veulent exploiter le fait qu'on n'a pas pris cet amendement pour créer des doutes. On dit deux fois la même chose. On dit le capital est intégralement détenu. Je voudrais qu'on m'explique comment on peut à la fois détenir intégralement le capital et ouvrir ce capital à d'autres. Écoutez, moi je vois bien que certains veulent exploiter il s'agit de Madame Bourne, notre ministre pour créer des doutes. On dit deux fois la même chose. On dit le capital est intégralement détenu. On explique comment on peut à la fois. Écoutez, moi je vois bien que certains. Désolée, j'ai un peu d'angoisse. Ceux qui n'ont pas pris cet amendement pour créer des doutes. On dit deux fois la même chose. On dit le capital est intégralement. Je vais vous le remettre. Je suis désolée. Les associations, ils se déclinent en 5 grandes mesures. 1. Une campagne de communication. Nous créons également... Oh, mais écoutez les réponses, c'est des sujets importants. Taisez-vous et écoutez pour une fois. Je réponds à ce que vous êtes en train de dire.
Et donc il s'agit d'une ministre aussi, de Marlène Schiappa. Et j'invite toujours mes étudiants à écouter les interviews de l'une ou de l'autre et de regarder surtout le comportement des journalistes qui les interviewent. Et vous verrez qu'ils n'ont pas le même comportement. Alors, est-ce uniquement lié à la hauteur de voix de ces femmes? Je n'irai pas jusque-là, mais il est certain que plus la voix est grave, et plus inconsciemment, en tout cas d'inconscient à inconscient, on porte une parole qui a de la valeur, qui est puissante, et donc on respecte un petit peu plus les voix graves que les voix aiguës. Alors, finalement, on pourrait se dire, mais est-ce que notre voix, c'est une fatalité, finalement? Voilà, est-ce que Marlène Schiappa est condamnée à se faire chahuter dans l'hémicycle en permanence, ou est-ce que, finalement, on peut faire évoluer les mentalités? Ça, ce serait vraiment idéal. Mais finalement, est-ce que nous, chacun d'entre nous, on peut moduler notre voix? Est-ce qu'on peut la modifier, finalement? Est-ce qu'on peut en jouer? Est-ce qu'on peut la soigner quand elle va mal? Et finalement, est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de cette voix? Et vraiment, le but de cette conférence, c'est de répondre, bien entendu, oui à tout. Alors, vous verrez, notamment par le biais de la démonstration d'Isabelle, comment on peut faire, mais il y a peut-être dans la salle d'autres personnes qui savent aussi faire ça. Et moi, je pense notamment aux orthophonistes avec qui je travaille beaucoup, et qui savent aussi aider les gens, notamment quand il y a une pathologie vocale à la base. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette reprise de contrôle de la voix. Donc non, la voix n'est pas une fatalité. Alors, découvrir la voix, c'est d'abord s'intéresser à l'appareil phonatoire. Alors, l'appareil phonatoire, finalement, qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas, il n'y a pas un organe qui s'appelle l'appareil de la voix. L'appareil phonatoire, c'est un ensemble d'organes dont l'utilisation va conduire à la production de la voix. Et ça, je pense que chacun d'entre vous sait que les poumons jouent un peu leur rôle dans cette histoire, les cordes vocales dans le cou, bien entendu, et puis maintenant, vous saviez déjà que les cavités de résonance jouent aussi un rôle très important. Alors, ce qui est très important d'emblée d'avoir en tête, c'est les échelles de ces différents organes. Vous voyez là, j'ai mis les cordes vocales dans une représentation qui ne correspond pas à l'échelle. Parce que les cordes vocales adultes les plus longues, vont mesurer 25 mm. Donc, si je prends par exemple une basse profonde à l'opéra, ces cordes vocales vont mesurer 25 mm. Par comparé à un thorax, à un tronc, vous voyez, c'est vraiment très très petit des cordes vocales. Comparé aussi aux cavités qui se trouvent dans notre bouche, les fosses nasales, notre gorge. Et donc d'emblée, on va comprendre que les cordes vocales, ça ne peut pas être le lieu de la puissance. Donc les cordes vocales, c'est le lieu de la précision. C'est vraiment un objet, c'est un bijou. Il faut que ça puisse se moduler, il faut que ce soit très précis. Mais il faudra toujours avoir en tête que dès qu'on recherche la puissance au niveau des cordes vocales, on empêche les cordes vocales de vibrer correctement. Donc on va à l'encontre de ce qu'on cherche. Donc la puissance, ça doit se trouver ailleurs. Alors, voilà les cordes vocales, voilà une photo de vraies cordes vocales. Et la question qui est importante et qui va se poser rapidement, c'est que pour assurer leur rôle, les cordes vocales sont dans deux positions possibles. Soit elles sont ouvertes et on respire, soit elles sont fermées et on fait du son. Elles font d'autres choses, elles interviennent aussi dans la déglutition, dans les efforts à fermer, mais on va se concentrer sur ces deux fonctions, ouvertes ou fermées. Et la question qui vient tout de suite, c'est, mais finalement, ouvertes, fermées, vous allez voir où je veux en venir, mais elles sont comment? Elles sont verticales, horizontales, comment elles s'ouvrent, comment elles se ferment. Et donc, pour essayer de comprendre un petit peu comment sont positionnées les cordes vocales, je vous invite à imaginer qu'à l'intérieur de notre cou, c'est un tube, un tuyau, et à l'intérieur de ce tuyau, il y a deux autres petits tuyaux, qui sont l'un derrière l'autre. Il y en a un que vous pouvez toucher, en mettant les doigts au niveau du cou, vous allez sentir des choses un petit peu dures. Ce relief que vous sentez, ce sont les reliefs des cartilages du larynx. Et c'est à l'intérieur de ce tube cartilagineux que se trouvent les cordes vocales. Derrière, il y a un autre tube, qui est le pharynx, qui va se continuer par l'œsophage, ce tuyau qui va vers l'estomac. Donc nous, on va s'intéresser uniquement au tuyau qui est en avant, qui est le larynx, qui appartient à la voie respiratoire. Et on va essayer de deviner, de comprendre dans quelle position sont les cordes vocales. Pour ça, le plus simple, c'est ce que j'explique à mes patients. Je leur dis, imaginez que vous êtes un petit bonhomme, que vous êtes entré dans votre cou, et que vous voyez ce tuyau, et que vous vous penchez au-dessus de ce tuyau, et que vous allez regarder dans ce tuyau comme si vous regardiez dans un puits. Et là, vous allez voir les cordes vocales.
Prenons l'hypothèse que les cordes vocales soient verticales. Donc elles sont dans la même orientation que mon corps. Donc vous savez maintenant que c'est l'énergie du souffle qui va faire vibrer les cordes vocales. Donc les molécules d'air poussées par les muscles respiratoires rencontrent les cordes vocales et déclenchent leur vibration. Or, on a dit que si les cordes vocales sont ouvertes, on respire. Si vous respirez, vous ne pouvez pas faire de son. Par contre, si vous faites du son, là vous fermez les cordes vocales. Dans cette position, il n'y aurait aucun obstacle à ce que les cordes vocales fassent du son, même en étant ouvertes. Puisque si les molécules d'air les touchent dans leur prolongement, ouvertes ou fermées, ça ne change strictement rien. Donc, c'est pas juste. Les cordes vocales ne sont pas verticales dans le cou. Les cordes vocales sont horizontales. Parce que leur rôle, c'est d'interrompre l'écoulement d'air. Et donc, quand elles sont ouvertes, on respire, elles laissent passer l'air. Quand on va accoler les cordes vocales, elles vont empêcher l'air de circuler. L'air va se retrouver bloqué sous les cordes vocales, il va prendre de la force et il va finir par pousser les cordes vocales qui vont se laisser déformer parce qu'elles sont élastiques et c'est comme ça que la vibration va commencer. Donc pour que l'on fasse du son, il faut d'abord accoler les cordes vocales. Et la qualité du son ou les effets que l'on va vouloir donner à ce son vont dépendre en grande partie de cette interaction entre les molécules d'air qui viennent sous les cordes vocales. Alors, pour répondre à la question suivante, je vous demande intellectuellement d'imaginer que nous allons couper le larynx en deux. Donc ce tube, nous allons le découper comme la scie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, on voit qu'à l'intérieur de ce tube, il y a différents reliefs. Le relief le plus marqué, c'est le relief des cordes vocales. Et vous voyez, en fait, sur cette vue-là, ça fait plus penser à un repli qu'une corde. Et c'est pour ça que parfois, plutôt que corde vocale, on va parler de plis vocaux. Et puis, si on regarde au-dessus, on a un autre repli. Et cet autre repli, ce ne sont pas des cordes vocales. Les chanteurs, souvent, les appellent les fausses cordes vocales. Nous, en niveau médical, on les appelle les bandes ventriculaires. Et ces bandes ventriculaires vont venir, dans certaines fonctions, aider les cordes vocales à fermer l'intérieur du larynx. Alors, c'est intéressant parfois pour certains rendus. Je vais vous montrer. C'est-à-dire que vous voyez là sur ces 4 images une participation de plus en plus importante des bandes ventriculaires alors que les cordes vocales sont en action. Donc les cordes vocales sont en train de faire du son, elles sont accolées et les bandes ventriculaires se contractent. Alors ça va modifier le rendu de la voix, mais au final, ça va gêner le fonctionnement des cordes vocales. Et donc, quand on est en difficulté vocale, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi une rééducation orthophonique, mais généralement, la première phase du traitement orthophonique, ça va être de relâcher tout ça. C'est-à-dire que si on arrive à relâcher, eh bien, on va redonner l'élasticité aux cordes vocales et on va déjà là faciliter la production de la voix. Alors Isabelle nous montrera que ça peut être quand même intéressant d'utiliser les fausses cordes vocales ou les bandes ventriculaires pour donner certains effets à notre voix. Alors, la corde vocale, c'est vraiment un organe fait pour vibrer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer la corde vocale comme une structure faite de 1000 couches, et chacune des couches va pouvoir se déplacer indépendamment des autres couches. Et ce qui est très impressionnant, c'est que la moindre jonction, le moindre accolement entre 2 couches va considérablement modifier la vibration des cordes vocales et aura un retentissement extrêmement important sur la voix. Donc ça, c'est la fragilité de la corde vocale. Alors, finalement, vous verrez que sur le quiz, la question c'était à quel instrument de musique on peut rapprocher les cordes vocales. Donc, vous savez maintenant que les cordes vocales doivent s'accoler l'une contre l'autre pour que l'air prenne de la puissance, puis enfin l'air traverse les cordes vocales et déclenche la vibration. Donc, logiquement, on dirait que l'instrument de musique qui se rapproche le plus du fonctionnement des cordes vocales, c'est certainement la trompette. Les lèvres et la trompette. Alors, c'est partiellement vrai. C'est vrai pour la mise en vibration. Mais il y a une question qui est très importante, c'est que, vous avez vu, nous avons 2 cordes vocales, mais chacun d'entre vous, nous ne produisons qu'une seule voix. C'est-à-dire qu'en permanence, nos cordes vocales vibrent en même temps. Et donc, elles fabriquent la même note. Quelle que soit la hauteur que j'utilise,
Normalement, vous n'entendez qu'une seule voix, vous n'entendez pas deux personnes en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a des phénomènes de synchronisation. C'est-à-dire que les cordes vocales, dans leur façon de fonctionner, ont des mécanismes qui font qu'elles vont vibrer en même temps. Et en ce sens, elles se rapprochent de l'interaction qui a lieu entre l'archet du violon et la corde. Donc, la corde vocale va vibrer tout autant comme les lèvres du trompettiste que comme la corde mise en mouvement par l'archet. Donc, on ne peut pas rapprocher la corde vocale à un seul instrument. Il faudrait trouver un hybride entre la trompette et les cordes frottées. Alors, je vais avancer parce que je crois que j'ai pris beaucoup de... Ça, on le fera peut-être ensemble. Là, une fois qu'on a réussi à coller les cordes vocales, à pousser l'air pour faire vibrer les cordes vocales, on a à notre disposition tout un panel de positions des cordes vocales pour faire un certain nombre de sons. Alors, pour les plus doués d'entre nous, qui peuvent aller jusqu'à 3, 4 octaves, pourquoi pas, et donc qui vont dépendre de la façon dont on positionne les cordes vocales. Donc voilà comment on positionne les cordes vocales pour faire des sons graves, et voilà comment on va les positionner pour faire des sons aigus. Au final, qu'est-ce qui change? C'est la vitesse de vibration. Donc si on arrive à faire changer la vitesse de vibration, on fait changer la hauteur de nos cordes vocales. Je ne sais pas. Ouais, juste peut-être pour terminer rapidement, donc l'énergie qui va faire vibrer les cordes vocales vient du souffle, et ce souffle est mis en mouvement par les muscles de la respiration et en particulier par le diaphragme. Il y a une chose qui est vraiment très importante à comprendre, c'est que pour faire rentrer l'air dans nos poumons, en fait, il ne faut pas aspirer l'air. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour faire rentrer l'air dans les poumons, il suffit de dilater la cage thoracique. Donc si vous faites vous-même ce petit exercice tout simple, en mettant les côtes, les mains sur les côtes, et que vous essayez de pousser vos côtes sur vos mains, vous verrez qu'en même temps, vous avez de l'air qui rentre. Donc ce qui est fondamental, pourquoi je vous en parle, c'est que c'est la dilatation du thorax qui fait rentrer l'air dans les poumons. Et ce n'est pas l'entrée de l'air dans les poumons qui dilate le thorax. Donc quand on sait ça, eh bien on va un petit peu à la manière de Maurice Merleau-Ponty, c'est-à-dire quand vous avez compris le mouvement, quand vous avez compris le schéma corporel, eh bien vous réalisez parfaitement la fonction. C'est-à-dire que si vous ne cherchez pas à aspirer l'air, mais que vous cherchez simplement à dilater votre thorax, vous n'avez plus besoin de réfléchir à la respiration. Tout se fait tout seul. Le corps sait respirer. Voilà, et enfin pour finir, donc les cavités qui vont être traversées par le son produit par les cordes vocales s'appellent les résonateurs, puisque à ce niveau-là, on va avoir un phénomène acoustique qui s'appelle le phénomène de résonance, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est caractérisé par le fait que le son traversant ces cavités va faire vibrer les cavités, et la vibration de ces cavités va amplifier le son. Et donc, en fonction de la position dans laquelle on va mettre nos résonateurs, on va amplifier telle ou telle partie de la fourniture laryngée. Voilà les résonateurs. Donc, il y a, on va dire, deux principaux résonateurs, le pharynx, la cavité buccale, mais il y a aussi la petite cavité entre les lèvres et nos dents. Il y a les fosses nasales pour certains sons qui vont être sollicités, et une partie du larynx aussi, qui peut être sollicitée comme résonateur. Et donc, tout ça va nous permettre de modifier en permanence la taille de nos cavités en fonction du rendu. C'est-à-dire que si maintenant je me mets à parler avec une petite voix comme ça, j'ai rien fait au niveau des cordes vocales, j'ai juste serré ma cavité buccale. Vous voyez, et ça change complètement ma voix. Et donc Isabelle nous donnera plein d'autres exemples comme ça. Voilà, et je vais maintenant lui laisser la parole. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, vous êtes prêts? En fait, je vais vous faire travailler. Voilà. Donc, Elisabeth nous a dit on a besoin d'air, ça c'est important, pour mettre en vibration les cordes vocales. Donc, moi j'avais ça le ventilateur, on a besoin. Voilà, on n'en a pas besoin de trop, il en faut un peu, voilà. Il n'y a pas une manière de respirer, il y a plein de manières de respirer différentes. Ça dépend évidemment de ce qu'on veut produire. Alors, si on veut se préparer à un 100 mètres et qu'on prend trop peu d'air, ben on ne va pas réussir à faire le 100 mètres. Si on veut faire juste une petite promenade et qu'on va prendre une grande quantité d'air, on va en avoir beaucoup trop et on ne saura pas comment faire.
Voilà. Pour la voix, c'est exactement pareil. On n'en a pas besoin énormément, mais on en a quand même besoin un peu. Donc il y a le ventilateur qui se met en route, on va le faire, et du coup les cordes vocales vont rester ouvertes, et du coup l'air va passer. Donc ça va faire, on va inspirer, et puis on va expirer. Il n'y a pas de son. Il y a un petit son, un petit dû au frottement comme ça, mais il n'y a pas de voix. Oui, on essaye encore une fois, on inspire. Voilà. Donc là, nos cordes vocales sont ouvertes. Du coup, il n'y a pas de son. Pour qu'il y ait du son, Elisabeth vous a dit, il faut qu'elles s'accordent. Bon, alors on va les accoler. D'accord? Alors déjà, pour sentir où elles sont, on va faire un petit son comme... Et vous allez vous concentrer sur ce qui se passe ici. Derrière votre pomme d'Adam. Et vous continuez à faire Et quand vous faites ça, en fait, vos cordes vocales, elles se ferment, elles ne laissent plus passer l'air, et puis elles se rouvrent, elles laissent passer l'air. On refait encore. Vous les sentez? Voilà, vous sentez vos cordes vocales. Alors là, on n'a toujours pas fait de son. On a fait un petit son comme ça, le petit... Ok? Mais il ne faut pas qu'elles soient ouvertes, parce que sinon ça passe. Il ne faut pas qu'elles soient fermées, parce que sinon ça ne passe pas. Mais il faut qu'elles fassent, il faut qu'elles s'ouvrent et qu'elles se ferment. D'accord? Elles vont se fermer, s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Voilà. Plus elles vont faire... Ça, c'est un cycle, hein? Donc, je ferme jour, c'est un cycle. Plus il y aura de cycles à la seconde, plus le son sera aigu. Moins il y aura de cycles à la seconde, plus le son sera grave. Voilà. Donc, vous comprenez vite. Donc, on va faire un son dans votre zone de confort. Ça va vous donner tous le même son. Mais on va juste faire... On va d'abord le fermer. Et puis, on va faire... Voilà. Et on va les faire vibrer à des vitesses différentes. Donc, on va faire... Vous choisissez celle que vous voulez. Vous êtes prêts? Vous avez choisi? Attention. Et... Magnifique. Donc vous avez réussi à diriger vos cordes vocales et alors dire voilà, je voudrais faire un son comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est formidable. Alors les cordes vocales, elles sont donc responsables de produire du son. Mais en plus, elles sont capables de s'accoler de différentes manières. Alors vous l'avez vu, Elisabeth nous a montré tout à l'heure, elles peuvent s'accoler de manière épaisse, c'est-à-dire que toute la corde vocale va travailler, va s'accoler contre l'autre. Et là, on va avoir un son qui est bien épais, le son de la ministre qui parlait le plus grave tout à l'heure. Elle avait des cordes qui s'accolent de manière épaisse, d'accord? Et donc, ça va faire A, 1, 2, 3. Allez-y. A, 1, 2, 3. Est-ce que tout le monde fait ça quand il parle? Non. Parce qu'on a tous développé des modèles différents. Voilà. Mais disons que, voilà, quand on a une voix grave dans la voix parlée, ou quand on va même chanter aussi dans les graves, on peut utiliser cette manière d'accoler ses cordes vocales. Maintenant, l'autre manière qu'on a vue tout à l'heure, c'était des cordes qui vont vibrer beaucoup plus vite. Et pour ça, elles vont s'accoler de manière beaucoup plus fine. En fait, il n'y a que le bord supérieur qui va s'accoler avec l'autre corde vocale. Et ça, on va le faire par exemple quand on parle à un petit enfant qui vient de se faire mal. Oh, il a fait bobo, montre à maman, il a bobo. Oh là là. Vous avez vu, je monte dans les aigus là. Oh, vous essayez, ce que je peux faire. Vous voyez? Vous arrivez à le faire aussi. Et alors, il y a encore une autre manière, c'est qu'elles peuvent être rigides. Et ça veut dire qu'en fait, elles ne vont pas s'accoler complètement. Elles vont laisser passer de l'air. D'accord? Et là, on va sentir du son et du souffle. Ça va faire quand je soupire. Encore. Génial. Alors, ça, c'est mes cordes épaisses. Ça, c'est mes cordes fines. Ça, c'est mes cordes rigides. On essaie. On va faire. Magnifique. Vous savez faire plein de choses avec vos cordes vocales. Alors,
il y a encore une manière, c'est qu'elles peuvent s'accoler, mais elles vont être très très relâchées et les cycles vont pas être réguliers et du coup ça va faire des petites bulles dans ma voix, il va pas vraiment y avoir d'harmonie. Alors ça va faire quelque chose comme la porte qui grince. On va essayer, les 4. Attention, vous êtes prêts? Magnifique. Donc voilà ce que nos cordes vocales sont capables de faire. Elles font déjà plein de choses, d'accord? Mais après, effectivement, donc maintenant on a le souffle, ça y est, on a besoin du souffle pour... c'est l'énergie, hein, c'est le carburant dont on a besoin pour les mettre en route. Voilà, c'est tout. On n'en a pas besoin pour autre chose. Après, il y a les cordes vocales qui font leur travail. Elles fabriquent du son et on a vu qu'elles peuvent fabriquer ce son différemment. Et on l'utilise puisqu'on l'utilise. On adapte notre voix tout le temps. Hein, si on va parler à un petit enfant, si on soupire, si on baille, donc notre voix on va faire des choses dans la vie de tous les jours avec notre voix et nos cordes vocales ne vont pas travailler toujours de la même manière. En plus de ça, en fonction des modèles qu'on a eus, par exemple, quand on était petit, eh bien si j'ai une maman qui parle comme ça, j'ai peut-être plus de chances de parler avec des cordes fines. Que si j'ai une maman qui parle comme ça, je vais peut-être développer, mon modèle va être peut-être plus de parler comme ça. D'accord? Donc ça dépend de toutes ces choses que Elisabeth vous a montrées. Maintenant, une fois que les cordes vocales ont fait leur travail, eh bien, il va falloir que le son passe par toute la tuyauterie. Donc des cordes vocales jusqu'à la sortie de la bouche ou du nez. Ça peut aussi passer par le nez. Voilà. Donc, on va commencer dans le larynx. Dans le larynx même, il y a plein de choses qui peuvent transformer le son. Alors déjà, Elisabeth a dit, quand je fais une toute petite cavité, ça va en fait produire, ça va booster, on va dire, les harmoniques aiguës du son. D'accord? Et quand je vais créer des grandes cavités, eh bien ça va booster les harmoniques graves du son. D'accord? Donc ça, on va pouvoir maintenant faire de la peinture et faire plein de couleurs différentes. Donc à l'intérieur de notre larynx, on a le cartilage, par exemple, le cartilage thyroïde, qui est le cartilage le plus important, c'est là où il y a votre pomme d'Adam. Si vous touchez votre cou comme ça, et puis que vous avalez, vous allez sentir une petite boule qui fait whoop, c'est votre pomme d'Adam. Chez les garçons, c'est plus grand que chez les filles. Mais chez les filles, on en a une pomme d'Adam. D'accord? Heureusement. Donc voilà, donc on va monter et descendre. D'accord? Vous la sentez? Juste derrière, les cordes vocales sont accrochées. D'accord? Et il se trouve que ce cartilage thyroïde, il peut basculer. Et quand il bascule, il va tirer sur les cordes. Donc il va les affiner et elles vont vibrer un petit peu plus vite. Et puis elles vont vibrer peut-être de manière plus fine. Et ça, on le fait naturellement quand on pleure. Quand je pleure, il y a mon cartilage thyroïde qui bascule. Que j'ai pas la même voix. Essayez. Il suffit juste d'être un peu triste, un peu voilà, vous sentez que c'est plus la même voix. Du coup, voilà, il y a mon mari qui rentre et dit, ça va? T'es sûr? Et voilà, on se retrouve devant une émotion, on n'avait pas nécessairement envie qu'il le fasse, mais voilà. Donc, il va sentir, parce que quand je pleure, voilà, je fais ça. Il se trouve que je suis un petit peu snob, comme ça marche aussi. Vous essayez? Bonjour, j'ai pas trop de soir ce soir. Voilà. Et bien, même effet, le cartilage thyroïde bascule. C'est quelque chose qu'on fait dans la vie de tous les jours. Quand on apprend à s'en servir, on peut faire plein de trucs après avec. Voilà. Alors après, à part le cartilage thyroïde, on a le cartilage cricoïde qui est juste en dessous. Il est accroché au cartilage thyroïde. Et celui-là, s'il bascule, il me permet de crier. Donc si je fais hey, c'est pas parce que j'ai mis plus d'air, c'est parce que j'ai basculé mon cartilage cricoïde et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raccourci mes cordes et je les ai épaissis. Et ça me permet de parler plus fort. Donc quand je suis dans quand je vis dans la montagne et que j'appelle les moutons,
tout le temps, il y a de fortes chances que j'ai appris à basculer mon cartilage cricoïde assez cruellement. Vous voyez? Par ici! Ah! Là! Voilà! Vous voyez? Donc ça, je le fais naturellement, ça dépend aussi de la langue que je parle. Okay? Ça dépend du contexte dans lequel je vis. Voilà, alors à part dans le larynx, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'épiglotte. Voilà, l'épiglotte qui va se fermer quand on avale. Quand on avale, le larynx, il est fait au départ pour nous protéger nos voies respiratoires quand on avale. Donc là, les cordes vocales, elles se ferment, les fausses cordes vocales, elles se ferment aussi, et l'épiglotte va se fermer par-dessous. On a la ceinture et les bretelles. Tout va bien, on fait quand même de temps en temps des fausses couches. Mais l'épiglotte, du coup, va faire ce mouvement-là. Et on a un muscle, le sphincter arioépiglottique, qui va se resserrer et entraîner la fermeture de l'épiglotte. Et bien, figurez-vous que ça aussi, on sait s'en servir. Par exemple, quand vous faites le mouton français. Parce que les moutons allemands ne font pas tout à fait pareil. Les moutons français. Magnifique. Vous avez utilisé votre épiglotte. Voilà. Donc, je vais le faire encore une fois. Formidable. Du coup, je peux décider de mettre ce son-là dans ma voix parlée. Mais, bon voilà, je vais continuer à vous parler avec mon épiglotte resserrée. Ça va booster le son, ça va surtout booster les aigus. Vous entendez? Je mets pas plus d'air. Mais par contre, ça devient peut-être un peu désagréable, non? Si j'en mettais beaucoup, que je le serrais énormément, là, je suis pas sûre que vous resteriez jusqu'au bout. Après, c'est une question de dosage, vous voyez? Donc ça, je peux apprendre à doser, en mettre un petit peu, en mettre pas beaucoup. Dans le chant d'opéra, par exemple, les chanteurs d'opéra ont besoin de ça. Ils ont besoin de resserrer. Pourquoi? Parce que c'est le chant le plus fort. On a besoin donc de booster ce son avec des harmoniques aiguës. Les harmoniques aiguës, on les entend plus que les graves. Du coup, on va resserrer cette épiglotte dans sa manière de chanter. On va avoir beaucoup de brillance, ça va ressembler à du cuivre, la trompette, grâce à cette épiglotte. Okay? Mais si je parle l'italien, par exemple, ou si je parle le québécois, eh bien, les Québécois ont du twang dans la voix, c'est-à-dire ce resserrement, alors que les Français, non. Ça dépend de quelle région ils viennent. D'accord? Mais les Américains ont beaucoup de ce twang dans la voix, alors que les Anglais, non. D'accord? On va les entendre plus fort. Oui? Ça va, vous suivez? Alors, les fausses cordes vocales. Les fausses cordes vocales, elles sont juste au-dessus des petites bandes blanches, là, qui sont les cordes vocales. C'est important, ça fait partie de notre système de protection. Mais du coup, elles peuvent venir recouvrir les vraies. Et ça va donner un son qui est un peu comme ça. Voilà. Alors vous allez me dire, oh là là, elle force sa voix, oh là là, elle se fait mal. Bon, il se trouve que je gère un peu, donc je me fais pas trop mal. Par contre, vous souffrez, ça j'en suis sûre, parce que par empathie, vous serrez aussi. Hein. Voilà. Donc, et ça, on l'utilise quand? Les fausses cordes vocales, on les utilise par exemple quand on fait un gros effort, quand on veut porter lourd. Vous allez essayer. Vous imaginez que vous allez porter là 50 kilos. Vous allez faire quoi? Vous savez utiliser vos fausses cordes vocales. D'accord? Donc, on peut le faire, on peut ne pas le faire. Si on le fait, on risque de se faire un peu mal. Mais, je veux dire, ça peut être intéressant parce qu'il y a certaines émotions qui vont passer si je serre et je veux pas toujours être très joyeuse, quoi, quand je suis sur scène. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des personnages qui sont un peu, enfin voilà, qui ont des petits problèmes, quoi. Donc ça dépend de ce que je veux faire passer. Donc, je peux les serrer plus ou moins. Mais évidemment, l'émotion ne sera pas la même que si je les ouvre complètement. Et quand est-ce qu'on les ouvre complètement? Quand on sourit. Et quand quelqu'un est à la radio et qui parle, vous savez qu'il sourit, non? Oui. Donc si vous faites « Ah, je suis content ou contente d'être là ce soir », allez-y. Ah, je suis content d'être là ce soir. Et là, vous avez ouvert en grand vos fausses cordes vocales. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout le même son, hein? Donc si je fais « Ah, ah », à vous. Ah, c'est plus fort, non? Maintenant, on va faire je porte 150 kilos. Allez là. Magnifique. Vous savez utiliser vos fausses cordes vocales. Alors ensuite, on va quitter le larynx et puis on va monter un peu plus haut.
donc au-dessus de la tuyauterie. Là, on va passer par le pharynx, et puis on va arriver... Ah bah il y a le larynx en entier. Le larynx en entier, il peut être bas, ou alors il peut monter. Quand mon larynx est très bas, ça va donner une voix qui est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que j'ai allongé mon instrument. C'est devenu un instrument beaucoup plus long, d'accord? Entre le larynx et les lèvres, il y a plus de distance, puisque j'ai baissé mon larynx, voilà. Donc ça, c'est ce que je pourrais avoir tendance à faire si je veux faire de la politique et que je veux être crédible. Sinon, on va pas me croire, d'accord? Vous voulez essayer? Alors, pour le faire, il y a une chose qu'on fait naturellement, c'est bâiller. Oh! Et quand vous bâillez, vous baissez votre larynx. Oh! Alors maintenant, vous essayez de parler en bâillant. Oh là là! Voilà, si vous voulez avoir un peu plus de grave dans votre voix, vous bâillez. Voilà. Et puis alors, je peux faire l'inverse, je peux le monter. D'accord? Si je le monte, je vais réduire la distance entre mes lèvres et mes cordes vocales. Et du coup, ça va devenir un son qui ressemble à celui-là. D'accord? Donc le son sera plus aigu. C'est la même note, hein. C'est la même note, c'est simplement que j'ai monté mon larynx. Alors là, si je voulais faire de la politique, je sais pas si je serais aussi crédible. Je serais peut-être obligée de dire « Oh bah ça suffit, c'est des questions importantes. » Hein? Voilà. Non mais c'est vrai, quoi. On a préparé ça longtemps. Voilà. Donc essayez. Alors vous avez 3 ans et demi. Essayez. 3 ans et demi. Voilà. Vous n'avez pas besoin de monter dans les aigus, mais simplement vous avez 3 ans et demi. Voilà. Voilà. 3 ans et demi. Voilà. Tu m'as pris mon goûter? Oh non. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Et ça, c'est juste parce que j'ai monté mon larynx. D'accord? Il peut être au milieu, ou alors il peut être en bas. D'accord? Donc voilà, je peux m'amuser, ascenseur. Ok? Là aussi, j'ai modifié mon instrument. Et après, c'est une question de dosage. Je peux le monter beaucoup, je peux le monter un peu, je peux le descendre. Et quand on parle, c'est pas du tout la même émotion si j'ai un larynx haut ou si j'ai un larynx bas. Je vous le fais sur une note. C'est la même note, mais c'est pas du tout la même couleur. Et ça raconte pas du tout la même chose. Dans certaines manières de chanter, on a besoin d'un larynx haut. Dans d'autres manières de chanter, on a besoin d'un larynx bas. Ça dépend de l'esthétique, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors après, on a le voile du palais. Alors le voile du palais, lui aussi, il protège le voie respiratoire, mais au-dessus, le nez. Donc il va avoir un rôle de laisser passer le son ou l'air par le nez, ou alors de le faire passer par la bouche, ou alors les deux. Si ça passe que par le nez, alors il va venir se poser sur la langue. Voilà. Et du coup, l'air et le son va passer derrière, et il va passer par le nez. Et il n'y a que 3 sons que vous pouvez faire comme ça, c'est le M, le N, et le de king. Là j'ai la bouche ouverte, mais il n'y a rien qui sort. Pour faire le test, vous allez faire et vous bouchez le nez. Ça arrête le son. C'est radical. D'accord? Donc en fait là, mon voile du palais, il est venu se poser sur la langue. Et il y a tout qui passe par le nez. Maintenant, il peut être au milieu. Il ne va pas remonter complètement. Et alors là, ça donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie du son qui passe par la bouche et une autre partie qui passe par le nez. Vous entendez la différence? Hein? Donc voilà. Donc là, en fait, je vais nasaliser. Vous voyez? C'est ça. C'est-à-dire que c'est responsable. Donc le son sera moins fort et on va peut-être un peu moins bien comprendre ce que je dis. Oui? Vous pouvez essayer. Hein? Ne le croyez pas, essayez de le faire. Donc voilà, il y a des sons en français qu'on nasalise, c'est le on, le un, le en. Voilà, si vous faites un, quand vous bouchez le nez, ça change le son. Ouais? Super. Et puis après, il peut remonter complètement. Et quand il remonte complètement, et bien là, il n'y a plus rien qui peut passer par le nez. C'est ce qui se passe quand on avale. Quand on avale, hop, il va remonter pour empêcher qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse passer par le nez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Dans le coca, comme ça, quand on est là, et hop, là, ça passe là. Très désagréable. Voilà. Donc, il est fait pour protéger.
Et là, il n'y a plus rien qui passe par le nez. Si vous faites ga, voilà, il n'y a plus rien. D'accord? Donc quand je sais faire tout ça, je peux choisir. Je peux choisir par exemple de nasaliser un petit peu, ça va me donner, voilà, ça va me donner une voix particulière et je pourrais exprimer certaines émotions, une certaine qualité. Ça existe dans la musique. Il y a des musiques où on nasalise. D'accord? Si je sais le faire, je peux choisir de le faire. Et puis, il y a la langue, évidemment. Alors, la langue, elle va nous servir à faire des consonnes. On a vu une image, une très belle vidéo d'Elisabeth où elle bougeait dans tous les sens. Là, vous voyez. Donc, regardez un peu, c'est très gros, la langue. Et elle peut bouger, elle peut monter, elle peut descendre. Elle va fabriquer des consonnes et des voyelles. D'accord? Donc, la couleur... Les voyelles, en fait, c'est tout simplement une couleur de son qui change. Donc, et vous voyez comme la qualité change, la qualité buccale change en fonction de la position de la langue. À aborder cette deuxième partie, elle va être elle-même subdivisée en deux parties. Une partie où on va voir des cordes vocales en action, donc des cordes vocales qui ont été filmées préalablement dans différentes situations. Vous allez pouvoir voir comment fonctionnent les cordes vocales. On vous fera écouter aussi des voix enregistrées, trouvées sur YouTube. C'est très intéressant, vous verrez. Des voix parlées, des voix chantées. Et puis ensuite, nous ferons une petite pause. Et là, il y a un tout petit changement de programme. Pendant cette petite pause, nous procéderons au tirage au sort des gens qui ont participé au tirage au sort. Et pendant ce temps-là, eh bien, la dernière partie du spectacle se mettra en place. Et on aura donc le chœur, la chorale, je sais pas comment on dit, le groupe, dirigé par Isabelle, qui mettra en pratique tout ce qu'elle vous a montré et tout ce qu'on peut faire finalement, même en chorale, même en haut, tous ensemble. Voilà, alors, place. Après, il y aura un temps de questions à la fin. Ah oui, pardon. Et on réservera un temps de questions à la fin. Donc, nous avons là des petites mains qui se chargeront de faire passer le micro et on sera à votre disposition pour répondre à des choses que peut-être nous n'avons pas abordées ou que vous avez envie qu'on explique plus. Voilà. Alors. Première vidéo, je vais vous présenter les cordes vocales en action. Donc sur cette vidéo, vous voyez les cordes vocales. Oui, peut-être on peut éteindre le plafonnier. C'est possible? C'est l'autre qu'il faudrait éteindre? La scène, ouais, peut-être. Donc, pour comprendre ce que vous voyez, imaginez-vous avec le petit bonhomme qui regarde à l'intérieur d'un tube. Donc, on est au-dessus des cordes vocales et on les voit vues du haut. Donc, on voit les... je suis désolée, la prendre couper le son. Je suis désolée parce que là, c'est aussi parlant sans le son. Donc là, vous voyez les cordes vocales qui passent de la position respiratoire quand elles sont écartées, ici, aux cordes vocales qui s'accolent très fermement l'une contre l'autre avant de se mettre à vibrer. C'est ce qu'on appelle une attaque pressée, une attaque dure. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux nous faire une attaque dure. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez dangereux pour les cordes vocales, parce que les cordes vocales sont recouvertes d'une muqueuse, comme un film de soie, et si on parle toujours en accolant très fermement les cordes vocales, on finit par les abîmer, et la lésion qui va apparaître, c'est le célèbre nodule des cordes vocales. Alors au contraire, on a à l'inverse ce qu'on appelle une attaque soufflée, c'est-à-dire que dans cette attaque, l'air va passer entre les cordes vocales, avant que les cordes vocales ne se mettent à vibrer. Et donc ça va donner ha, he,
Vous voyez, on voit qu'il y a quelques cycles au cours desquels les cordes vocales ne s'accolent pas, et ensuite seulement elles vont s'accoler. Eh bien ça, c'est un geste vocal qui est absolument pas dangereux pour les cordes. Donc ça peut être quelque chose que l'on va préconiser, par exemple dans un contexte de repos vocal, ou pour récupérer après éventuellement une intervention. Bien sûr, l'idéal étant ce qu'on appelle l'attaque équilibrée, c'est-à-dire un accolement des cordes vocales qui se fasse doucement, sans à-coups, et de l'air qui pousse les cordes vocales et qui déclenche la vibration des cordes vocales. Alors ça, c'est un terme qu'on utilise qui s'appelle le coup de glotte. C'est en fait une attaque tellement dure qu'elle sollicite y compris les bandes ventriculaires. C'est-à-dire que vous voyez, on serre tout et donc Isabelle nous montre bien ce qui se passe parce que dans le phénomène de toux, c'est exactement la même chose. Quand vous allez tousser, en fait, vous allez reproduire ce type d'accollement des cordes vocales, mais de manière beaucoup plus violente. Donc la toux, et la toux chronique notamment, est quelque chose de très dangereux pour les cordes vocales. Alors, le mécanisme lourd, c'est ce que Isabelle appelait tout à l'heure les cordes épaisses. Donc, sur le plan physiologique, on parle de mécanisme lourd. Pourquoi lourd ? Parce que, en fait, quand vous regardez les cordes vibrer dans ce mécanisme, c'est toute la corde vocale, toute la masse de la corde vocale qui participe à la vibration. Donc, c'est lourd, il y a beaucoup de masse. Et donc, forcément, le rythme de vibration est lent. Et donc, plus c'est lent, plus ça fait du grave. Donc, le mécanisme lourd, ça rejoint un tout petit peu ce que les chanteurs vont mettre sous le vocable voix de poitrine. Donc, c'est le mécanisme fait pour produire les sons graves. Néanmoins, on utilise cette manière de s'accoler parfois aussi dans ce qu'on appelle le belting. Et du coup, ça, c'est dans des aigus. Donc, c'est une manière de chanter très fort, comme par exemple Céline Dion utilise ça, Barbara Streisand, parfois. Donc, des manières de chanter très fortes dans les aigus. Alors là, vous voyez, c'est la même personne, hein. Ce sont les mêmes cordes vocales, mais la configuration est totalement différente. On a l'impression que là, tout à coup, les cordes vocales ont grandi, c'est des cordes vocales beaucoup plus longues. Eh bien, ce sont des cordes vocales qui s'étirent, et comme elles s'étirent, elles deviennent plus fines, et il y a moins de masse qui participe à la vibration. Donc, c'est les cordes fines dont parlait tout à l'heure Isabelle, et elle vous disait que dans cette configuration, si on pouvait être un petit bonhomme qui descend et qui se met entre les cordes vocales, on verrait qu'en fait, les cordes vocales ne se touchent qu'à leur partie haute. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tout petit point de contact, et tout le reste, les cordes vocales en dessous ne se touchent pas. Alors que dans le mécanisme lourd, l'accollement est massif, se fait sur toute la hauteur de la corde vocale. Et donc, ça permet d'accélérer le rythme, donc de vibrer plus vite, et quand on vibre plus vite, on fait des aigus. Donc, ça va être un mécanisme qui va être plutôt utilisé pour produire les sons aigus de notre voix. Et on a vu tout à l'heure qu'on pouvait aussi descendre dans les graves, c'est fait ouh. Je ne suis pas un mécanisme. Ce qui est compliqué à comprendre parfois, c'est de se dire que chacun des deux mécanismes a une certaine largeur. C'est-à-dire entre la note la plus grave faite en mécanisme lourd et la note la plus aiguë, on va avoir un certain nombre d'octaves. Et entre la note la plus grave faite dans le mécanisme léger et la note la plus aiguë, on va aussi avoir un certain nombre de notes. Et ces deux mécanismes se chevauchent. Donc on va avoir, ça dépend des gens, mais parfois une quinte ou une octave que l'on va pouvoir produire soit dans l'un des mécanismes, soit dans l'autre des mécanismes. Donc parfois on va choisir de faire une note qui va être aiguë, mais en fait on reste dans le mécanisme lourd, mais on est dans le haut du mécanisme lourd. Et on peut faire une note qui apparaît grave, mais qui est en fait dans le bas du mécanisme léger. La différence, ça va être le rendu du timbre. Qu'est-ce qu'on veut donner comme effet à la voix. Alors là, c'est un mécanisme dont on ne vous a pas parlé, qui est un mécanisme extrême aigu. C'est-à-dire que lorsque... Je m'arrête un peu sur une énorme faute d'orthographe. Je fais une contrition, je me mets à genoux, je me fais fouetter. Bon, pas grave, c'est fait. La voix de sifflet
c'est un mécanisme de production des sons très particulier où les cordes vocales vont se mettre dans la même position que nos lèvres quand on siffle. C'est-à-dire que les cordes vocales vont se rapprocher l'une de l'autre, mais elles ne vont plus se coller et elles ne vont pas vibrer. Et donc l'air qui va passer entre les cordes vocales va en fait faire des turbulences, exactement de la même manière que lorsque vous sifflez. Et donc c'est un mécanisme qui est utilisé par certaines chanteuses quand il faut atteindre des notes très très aiguës, donc qui dépassent la possibilité vibratoire des cordes vocales, donc on va passer dans le sifflet. Et c'est un mécanisme qui est utilisé par les jeunes enfants, très jeunes enfants, quand ils commencent à se mettre en colère. Vous savez, ils commencent à... Voilà, désolé, hein. Ça c'est le sifflet. Voilà. Donc ça permet d'aller très très aigu, et puis c'est tellement désagréable que finalement les parents cèdent pour que ça s'arrête. Alors ça c'est pour vous montrer que la voix chuchotée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est absolument pas une voix de repos. Vous voyez les efforts qu'il faut faire pour produire la voix chuchotée. Vous voyez comme les cordes vocales sont contractées, les bandes sont contractées, le larynx est complètement relâché. Donc si c'est une voix chuchotée, il n'y a pas de souci. Et si c'est la voix chuchotée pour remplacer la voix sonorisée, c'est une voix extrêmement fatigante et dangereuse pour les cordes vocales. Donc la voix chuchotée n'est pas la voix du repos. Quand on prescrit un repos vocal, c'est un repos vocal absolu, sans voix sonorisée ni voix chuchotée. Je sais plus ce que c'est. C'était certainement vrai. C'était la voix chuchotée après, non? Bon, là, il y a des gens ventriculaires qui travaillent beaucoup. Voilà, alors ça, c'est la voix saturée. Peut-être Isabelle, tu pourras nous montrer. Nous, en fait, quand on a un double vibrateur, c'est-à-dire que le son va être produit à la fois par la vibration des cordes vocales et la vibration des bandes ventriculaires. Donc, c'est ce que les chanteurs de rock saturé vont utiliser. Je ne sais pas si moi, je me fais mal. Voilà. Donc il y a une technique, hein, là on se fait très mal quand on ne maîtrise pas la technique. Quand on la maîtrise, ça donne un genre. Hein, mais ça existe aussi dans certaines cultures, comme le chant de gorge, par exemple. Le chant de gorge des Inuits, par exemple. Oui, le chant de gorge des Mongols, exactement. Voilà, où les femmes Inuits vont faire... Ah bon. Il y en a qui sont... Il y a un minute dans la salle. Alors ça, c'est pour vous montrer que, classiquement, quand on parle de la phonation, on dit que, eh bien, on va emmagasiner de l'air dans nos poumons au cours de l'inspiration, et au cours de l'expiration, donc au cours de la sortie de l'air de nos poumons, l'air va faire vibrer les cordes vocales. Donc on parle sur l'expiration. Et en fait, on peut aussi parler sur l'inspiration. En fait, on peut faire... Et on peut faire aussi... Donc nos cordes vocales vibrent aussi sur l'inspiration. C'est moins facile à contrôler, mais c'est tout à fait possible. Ça existe aussi dans le chant inuit. Dans le chant inuit, tous les graves sont produits en chant de gorge et toutes les aigus sont produites sur le son aspiré. On va faire... Et alors, ce qui est très intéressant sur ce son aspiré, c'est que on a une élongation des cordes vocales. Les cordes vocales, c'est un réflexe, puisque cette aspiration, c'est un geste respiratoire, et donc du coup, automatiquement, les cordes vocales vont s'étirer, et sur le plan médical, c'est une partie très importante, parce que ça nous permet de voir très précisément le bord des cordes vocales. Or, dans la problématique de la voix, notre rôle en tant que phoniatre et ORL, c'est de faire le diagnostic d'éventuelles lésions. Et donc, ce petit son aspiré nous permet parfois de voir des lésions qu'on ne voit pas à d'autres moments. Donc, comme des petits kystes, par exemple, des sillons, des petites anomalies vraiment très très minimes. Et vous allez voir, je vais vous le remontrer. On voit très très bien le bordé se dessiner. Voilà. Donc vous voyez, on voit presque par transparence ici
il y a cet endroit, la muqueuse, ce petit film qui recouvre les cordes vocales, on voit à quel point il est fin, puisqu'on voit même au travers. Vous voyez, on voit par transparence donc cet espace un petit peu gris, qui est en fait l'espace gélatineux qui se trouve sous la muqueuse, et où se trouvent parfois des petites lésions qu'on ne verrait pas autrement. Donc ça nous permet par exemple de faire la différence ici entre des cordes vocales tout à fait saines mais recouvertes de lait. Vous voyez, il y a des petites anomalies du bord libre qui apparaissent, des petites boules, je ne sais pas si vous les avez vues. Eh bien, au ralenti, on va voir que en fait, c'est des glaires, en fait, hein, c'est le mucus qui recouvre. Alors là, on les voit. Vous voyez ces petites anomalies là? Si c'était des lésions, ça gênerait considérablement la vibration des cordes vocales, puisque, vous vous souvenez, on a dit qu'avant que les cordes vocales vibrent, il faut d'abord qu'elles s'accollent. Et de la qualité de l'accollement va dépendre de la qualité du son. Donc tout obstacle à l'accollement, c'est potentiellement une dysphonie qui va apparaître. Et donc parfois, quand on voit ces petites boules, si je fais une photo et que j'envoie ça à un collègue, il va me dire « Oh là là, double kyste des cordes vocales ». Je dis « Non, c'est juste des glaires sur les cordes vocales ». Et donc parfois, c'est pas facile, et là, se sont aspirés, c'est un petit truc pour vous montrer qu'effectivement, c'est juste de l'eau. Alors ça, le hémage, c'est un terme médical pour dire le raclement de gorge. Et pour montrer, parce que parfois des gens nous disent « Non, moi je racle, ça m'évite de tousser, c'est moins dangereux de racler que de tousser », je vais vous montrer ce qui se passe quand on racle. Et vous verrez que c'est tout aussi traumatisant que la toux. Hein. Vous voyez cet effort que vous faites quand vous faites « Vous voyez cette force qui est développée au niveau du larynx. Donc racler, c'est pas bon, il vaut mieux tousser que racler. Et il vaut mieux pas tousser trop longtemps non plus pour les cordes. Donc une toux qui dure, c'est pas bon pour le larynx. Voilà, donc ça c'était la première vidéo que je voulais vous faire entendre. Enfin, voir, pardon, je suis désolée. Et là je vais... Alors là je me suis promenée sur YouTube, chercher des exemples de voix parlée. Et je suis tombée sur une vieille émission qui s'appelle C'est mon choix, je crois, ou un truc comme ça, je ne sais plus, et où en fait c'était des gens qui venaient parler de leur voix, en fait. Et j'ai trouvé ça très très intéressant, et donc je vais vous faire écouter. On me dit que ma voix est mignonne, mais à cause d'elle, on ne me prend pas au sérieux. L'air, ce n'est pas un choix, mais c'est un avantage, et elle m'aide à me faire respecter. Là, ce que je vous demanderais, c'est d'essayer de vous représenter le physique de ces personnes. Comment vous les imaginez? On dit souvent que ma voix est agréable, et même qu'elle est sensuelle. C'est vrai. Elle est aussi étonnante. Bonjour Evelyne, bonjour public. Si pour vous la voix et le physique ne font qu'un, vous serez surpris de savoir qui je suis. La première fois qu'on m'écoute, par exemple au téléphone, ça fait rire tout de suite. Il faut dire que quand j'ai besoin surtout de m'imposer, j'utilise ma voix bien grave et sourde. Qu'est-ce que ça donne? Et le calme plat règne dans la... Mais déjà, quand on entend ma voix, on s'attend de suite à une fille menue, la petite blonde, toute menue, ou sinon on s'attend à une petite fille. Au premier abord, en fait, ça se passe très bien quand c'est en contact visuel, mais quand c'est au téléphone, on me demande est-ce que tu peux me passer ton papa ou ta maman? Ça surprend souvent. Oui. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que je suis vraiment un homme. Si on m'a pas vu, du coup, dans ma voix, c'est vrai que ça choque par moments. Par rapport à mon air sérieux, oui. Donc surtout quand je suis au téléphone, c'est là le bas blesse. Pourquoi? Non, parce que des fois, si je reçois un coup de fil à la maison, moi je décroche, allô, oui. Est-ce que vous pouvez me passer Monsieur Robert? Vous voyez, il y a parfois, entre les représentations qu'on se fait à partir de la voix et finalement le physique des gens. Et enfin, donc, je vais vous donner un exemple un peu identique, mais cette fois-ci sur la voix chantée.
Et là, pareil, je vais vous demander d'essayer de vous représenter par la voix chantée la personne qui chante. Ça paraît assez clair. Hein. Voilà ce qu'on voulait vous montrer sur la voix.